Alors aujourd'hui, je te propose un petit exercice sur le cyclohexane et plus particulièrement sur les conformations du cyclohexane, notamment lorsque celui-ci est substitué par différents substituants. Donc la question est la suivante, à savoir représenter la conformation chaise la plus stable du 1R, 2S, 5R, 5-méthyl, 2-isopropyl cyclohexanol, qui correspond tout simplement à la molécule de menthol. Donc la première chose à faire, évidemment, c'est à partir de cette nomenclature de la molécule, de donner une représentation de celle-ci. Donc la première chose à faire, c'est celle-ci, c'est ça. Okay, donc par rapport à son nom, ce qu'on voit, hein, si on reprend un petit peu ce qu'on a vu sur la nomenclature, la fonction principale c'est un alcool, puisque ici j'ai une terminaison ol. Je cherche la chaîne carbonée la plus longue, c'est un hexane, donc hexanol, je sais que j'ai 6 atomes de carbone. Et puis j'ai également ici le préfixe cyclo, donc cyclohexane, c'est bien celui qui nous intéresse, le cycle à 6, cyclohexanol, donc avec une fonction alcool. Donc là, j'ai le cyclohexanol, fonction principale, donc c'est mon carbone numéro 1. Et après, il me reste simplement à placer ici deux substituants sur lesquels j'ai un groupement méthyle en position 5, isopropyl en position 2. Donc le numéro 1, on a dit que c'était la fonction principale, le carbone porteur de l'hydroxyle. Je tourne, à droite, à gauche, peu importe. Hein. Ici, moi, dans mon cas, sur la droite, je vais vers le carbone numéro 2, sur lequel j'ai une ramification alkyle, isopropyl. Donc isopropyl, hein, c'est simplement une chaîne à 3 carbones ramifiés. Okay, donc on est fixé par le centre de la chaîne ici, avec un groupement CH au centre là. Okay, donc isopropyl sur le carbone numéro 2. En 3, on n'a rien. En 4, on n'a rien. Et en 5, on trouve un groupement méthyle, meth de méthyle, un seul carbone, c'est donc un groupement CH3 en position numéro 5. Okay, donc voilà la représentation à deux dimensions, en tout cas, de la molécule de menthol. Donc ce qu'on nous propose, nous plus particulièrement, ici on nous précise la stéréochimie de chacun des trois carbones stéréogènes, à savoir le 1, le 2 et le 5, et on donne la configuration absolue R, S et R. Donc il nous reste simplement à placer les substituants, à savoir est-ce qu'ils sont à l'avant du plan ou à l'arrière du plan. Donc ça c'est assez facile à faire. Je reprends ma structure à deux dimensions et je regarde, je donne les numéros d'ordre des différents substituants. Donc au niveau du carbone numéro 1, les numéros d'ordre que tu dois trouver, hein, les mêmes que moi, ce sont ceux-ci. Et là on me dit dans la représentation, dans la nomenclature en tout cas, que ce carbone doit être de configuration absolue R. Donc configuration absolue R, tu te rappelles, c'est je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre 1, 2, 3. Donc la seule façon de le faire ici, c'est de tourner dans ce sens-là pour avoir un carbone R. Donc si je tourne dans le sens R, ça veut dire que le substituant de plus petite importance, c'est-à-dire le numéro 4, c'est l'hydrogène ici qui n'est pas représenté, je sais que l'hydrogène il doit être absolument à l'arrière du plan, puisque je fais le sens de lecture direct. Donc je sais que le OH, lui, sera forcément dirigé vers l'avant. Et on fait la même chose pour les deux autres carbones. Sur le carbone numéro 2, je mets les numéros d'ordre pareil. Ici, on me dit qu'il y a une configuration S. Donc pour avoir une configuration S, je dois tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ma seule possibilité, c'est de faire le sens de lecture indirect, 3, 2, 1. Okay, puisque dans le sens direct 1, 2, 3, je serai en conformation R. Donc indirect 3, 2, 1, je sais que je suis en configuration S. Si je tourne dans le sens indirect des aiguilles, enfin dans le sens indirect, ça signifie que le substituant numéro 4, il est à l'avant du plan. Donc si l'hydrogène ici qui n'est pas représenté est à l'avant du plan, je sais que le groupement isopropyl est obligatoirement lui à l'arrière. Okay, et ça répond aux règles de Canning-Gold-Prelog. J'ai bien une configuration S sur ce carbone 2. Et enfin pour le 3, même raisonnement. On nous dit qu'il est de configuration R. Donc pour avoir une configuration R, je dois tourner dans le sens direct 1, 2, 3. 1, 2, 3, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Si je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, je sais que le substituant numéro 4, l'hydrogène non représenté ici, il est forcément à l'arrière du plan, donc j'en déduis que le groupement CH3 il est à l'avant. Okay, donc voilà pour la représentation très précise avec la stéréochimie de la molécule de menthol, simplement en utilisant la nomenclature qui nous est donnée ici. Donc à partir de là, je vais pouvoir représenter les différents types de conformations de mon cyclohexane. Donc si on regarde un peu au niveau de nomenclature, ça c'est mon cyclohexane qui va me servir un petit peu de référence, c'est le plan moyen de ma molécule.
à l'avant du plan, à l'avant du plan, à l'arrière du plan. Donc on voit bien que ces deux-là, ils vont être tous les deux à l'avant, ils sont du même côté. On va dire qu'ils sont en 6 l'un par rapport à l'autre. Par contre, OH à l'avant et le groupement isopropyl à l'arrière, on va dire qu'ils sont en position trans les uns par rapport aux autres. Et puis également ici, CH3 à l'avant, isopropyl à l'arrière. Ces deux groupements-là sont en trans, c'est-à-dire un de chaque côté du plan. Si on tourne un tout petit peu la molécule pour voir les choses un peu autrement, eh bien on tombe sur quelque chose de ce type-là. Okay, donc c'est une représentation simplifiée. On a bien les deux substituants ici en 6 du même côté par rapport au plan du cyclohexane, et puis le CH3, le OH et le CH, enfin l'isopropyl et le OH et l'isopropyl et le CH3 sont bien tous en trans les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire de part et d'autre du plan du cyclohexane, du même côté et à l'opposé l'un de l'autre. Okay, donc voilà pour la représentation, en tout cas à 2 dimensions ici du menthol, et puis là on commence à voir apparaître la 3e dimension. Donc ça c'est la première chose à faire. Et maintenant on va le voir, on le sait, on se rappelle, le cyclohexane il n'est pas du tout plan en réalité, malgré qu'on le dessine de cette manière-là le plus souvent. Le cyclohexane en réalité il existe sous ce qu'on appelle une conformation chaise. Pourquoi? Parce qu'on n'a que des liaisons simples ici, et tous les atomes de carbone du cycle sont des atomes de carbone hybridés sp3, ce sont des carbones tétraédriques. Donc ils ne sont pas du tout plans, ce qui fait qu'on va avoir ces conformations qu'on appelle conformations chaises. Donc tu te souviens, pour les conformations chaises, la première chose à faire c'est de dessiner le cyclohexane, et il faut se souvenir que toutes les liaisons sont 2 à 2 parallèles les unes par rapport aux autres. Donc on commence par dessiner 2 liaisons parallèles, donc ces 2 liaisons opposées en fait sur le cycle, je les mets bien parallèles l'une à l'autre. J'en dessine 2 autres à peu près à angle droit, toujours parallèles 2 à 2, et à la fin il ne me reste plus qu'à fermer le cycle avec 2 liaisons de nouveau parallèles 2 à 2. Donc là on a dessiné la conformation chaise, la représentation chaise à 3 dimensions, simplement de notre cyclohexane. Okay, et il ne nous reste plus maintenant simplement qu'à placer les différents substituants qu'on a fait apparaître ici. Donc il faut se souvenir que sur chacun des 6 carbones du cyclohexane, on va avoir à la fois un substituant que l'on appelle axial et un substituant que l'on appelle équatorial. Et on avait fait le raisonnement, en tout cas l'analogie, avec la planète Terre, ici par exemple, où on a l'équateur, bien entendu, ça va être le plan moyen de notre cyclohexane. On aura donc tous les groupements qui sont équatoriaux qui vont tourner ici autour du plan moyen, et les groupements axiaux vont être perpendiculaires à ce plan moyen. Donc le plan moyen, je te le représente ici en rouge. Donc tout ce qui est axial, ça va être perpendiculaire, dirigé vers le haut ici ou dirigé vers le bas ici. Et équatorial, ça va s'éloigner, ça va faire le tour du plan moyen qui est en rouge ici. Et on va placer ça, en tout cas pour les 3 substituants qui nous intéressent plus particulièrement. Donc maintenant, pour savoir est-ce que le OH, on va commencer par lui, est-ce qu'il est axial ou est-ce qu'il est équatorial? Donc ça c'est assez simple, on le voit très bien ici. Le OH, on l'a dit, il est au-dessus du plan, il est dirigé vers nous, donc il est au-dessus du plan du cyclohexane. C'est-à-dire que si je mettais le OH ici en position équatoriale, eh bien on voit bien qu'il pointerait vers le bas, en dessous de ce plan moyen, alors que là je sais bien qu'il va être positionné vers le haut. Donc la seule façon de le mettre, c'est de le mettre en position axiale. Okay, là, il est bien dirigé vers le dessus du cyclohexane. Il ne pointe pas vers le bas. Donc la seule possibilité, c'est ça, d'avoir ce OH en position axiale. Évidemment, le deuxième substituant, on l'a dit, j'ai un axial, j'ai obligatoirement un équatorial. L'équatorial, c'est l'hydrogène qu'on n'a pas représenté ici, à l'arrière du plan. Lui, il va piquer ici vers le bas. Et puis on fait la même chose pour les autres, tout simplement. Sur le carbone numéro 2, j'ai un groupement isopropyl, il va à l'arrière du plan, donc là il est dirigé en dessous du cyclohexane. Pareil, la seule possibilité de le placer ici, ça va être de le mettre en position axiale. C'est le seul moyen pour que le groupement isopropyl se dirige à l'arrière du cyclohexane, en dessous. Et l'autre substituant, c'est l'axial qui lui vient par-dessus du cyclohexane. Idem, en 3 on a dit qu'on n'avait rien, en 4 on a dit qu'on n'avait rien, et en 5 je retrouve un groupement méthyle, la même chose que le OH, le méthyle ici il est dirigé vers nous, c'est-à-dire qu'il est au-dessus du plan du cyclohexane. La seule façon de faire ça, c'est de le mettre en position axiale, il pointe donc vers le haut, et l'hydrogène, pas représenté ici, va pointer ici vers l'arrière, et donc je le positionne en position équatoriale. Donc là on a mis nos différents substituants, en tout cas les 3 qui nous intéressent.
Partout ailleurs, ceux de l'hydrogène, il y a systématiquement un hydrogène axial, un hydrogène équatorial sur toutes les positions. Okay. Donc voilà la représentation, la conformation chaise de notre molécule de menthol, où on a bien respecté l'orientation des substituants les uns par rapport aux autres et par rapport au plan moyen représenté par le cyclohexane. Alors maintenant, on revient un petit peu ici, on nous disait simplement de représenter la conformation la plus stable. Pourquoi la plus stable? C'est parce qu'on a vu ensemble des conformations chaises, il en existe deux, et on a un passage de l'une à l'autre, et on va voir laquelle est la plus stable dans cette affaire. Donc la représentation qu'on a dessinée juste avant, c'est celle-ci. Donc on avait vu ensemble, on va regarder un petit peu la stabilité de cette structure-là, de cette conformation particulière. On avait identifié deux types d'interactions qui étaient plus ou moins énergétiques. La première, c'était entre ces différents substituants qui sont axiaux, tous ceux qui pointent vers le haut ici, eh bien ils interagissent les uns les autres, et plus ils sont encombrés, plus ils vont se gêner les uns les autres, donc ce qu'on appelle les interactions stériques. Et ça, c'est ce qu'on appelle des interactions 1,3 diaxiales. Pourquoi 1,3 diaxiales? Par exemple, le OH qui est ici, il est séparé par un atome, deux atomes, trois atomes, de l'hydrogène ici avec qui il va se gêner un petit peu. Et de la même manière pour les autres, le CH3 est séparé par l'atome 5, l'atome 6, l'atome 1, du groupement OH avec qui il va se gêner également. Okay. Donc ça, c'est les interactions 1,3 diaxiales. Ce sont généralement des interactions faibles, voire fortes, selon la taille des différents substituants qui sont présents. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui n'est pas forcément très positif en termes d'énergie. Et on retrouve exactement la même chose en dessous. Ces substituants qui pointent tous les trois vers le bas vont avoir l'un avec l'autre des interactions 1,3 diaxiales, notamment l'isopropyl qui est assez volumineux ici. Okay. Donc déjà ici, j'ai des interactions qui vont déstabiliser cette conformation chaise particulière. Et l'autre type d'interaction qu'on a vu ensemble, ce sont ce qu'on appelle les interactions 1,2 diaxiales ou interactions gauche, notamment entre ce groupement là par exemple. Cette liaison carbone-oxygène va être en interaction avec ce côté de cycle ici, la liaison carbone 2, carbone 3, ce qu'on appelle des interactions 1,2 diaxiales. Pourquoi? Parce que cette liaison carbone-oxygène, elle est séparée de deux atomes de cette liaison carbone-carbone. Carbone 1, carbone 2. Je suis bien séparé de deux atomes. Interaction 1,2 diaxiale ou interaction gauche. Et ça, ce sont des interactions qui sont fortes, donc très déstabilisantes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette conformation chaise, elle va pouvoir basculer, évoluer vers une autre conformation chaise. Et on avait dit qu'il y avait un passage de l'une à l'autre, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'interconversion. Et pour passer d'une conformation chaise à l'autre, c'est assez simple. Il suffit par rapport au plan moyen rouge ici, de faire monter par exemple ce carbone numéro 4, je le monte au-dessus du plan moyen. Je passe par une conformation bateau intermédiaire, je ne la représente pas ici. Et en même temps, le carbone numéro 1 qui était au-dessus du plan, je le fais descendre en dessous du plan. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'interconversion. Et ça nous donne l'autre conformation chaise tout simplement. Et ce qu'il fallait retenir, très important, c'est lorsque je passe d'une conformation chaise à l'autre, tous les substituants qui étaient axiaux sont devenus équatoriaux. Le OH axial est devenu équatorial, le CH3 axial il est devenu équatorial, et l'isopropyl axial est devenu équatorial. Et inversement, bien entendu, tous les substituants qui étaient équatoriaux initialement deviennent axiaux dans la deuxième conformation chaise. C'est le cas pour l'hydrogène, ici sur le carbone numéro 1, il était équatorial, on voit qu'il est devenu axial, il pointe maintenant vers le bas. Donc là, on a la deuxième conformation chaise et il y a un équilibre qui se passe entre les deux. Donc savoir si celle-ci est plus stable que celle-ci, je vais regarder simplement si les interactions que j'avais initialement 1,3 ou 1,2 diaxiales sont conservées ou est-ce qu'elles sont plus fortes. Et ce qu'on voit en tout cas, là juste pour préciser, j'ai oublié de le faire, donc on a bien conservé l'orientation des substituants les uns par rapport aux autres dans l'espace. Ici, on avait OH, CH3 qui étaient du même côté par rapport au plan moyen. Donc ici, tous les deux vers l'avant. Eh bien, on a conservé cette orientation-là. Le OH, il est bien dans la partie supérieure, il pointe vers le haut. Le CH3 pointe également vers le haut. Ils sont tous les deux en 6 l'un par rapport à l'autre. Et l'isopropyl, il est toujours à l'opposé de l'autre côté du plan. J'ai toujours un OH qui est en transe par rapport à l'isopropyl. OH, isopropyl en transe.
et le CH3 et l'isopropyl sont également en trans l'un par rapport à l'autre. Okay. Donc dans cette conformation, on n'a pas modifié l'orientation des substituants les uns par rapport aux autres. Alors maintenant, je termine. Je regarde si les interactions ici sont plus fortes ou plus faibles que sur la conformation initiale. Donc ce qu'on regarde, si on peut regarder dans un premier temps, ce sont les interactions que l'on a nommées 1,3 diaxiales. Eh bien, on voit qu'elles ont quasiment toutes disparu. Pourquoi? Parce que en axial, je n'ai plus que des hydrogènes qui sont très petits, donc il n'y a aucune gêne entre ces atomes d'hydrogène. Donc les interactions 1,3 diaxiales sont quasiment nulles. Donc ça, c'est quelque chose qui est très favorable. Rien que là-dessus, je baisse mon système au niveau énergétique. Et les interactions 1,2 diaxiales qu'on avait analysées comme étant les plus défavorables, on voit qu'ici elles étaient en position décalée gauche l'une par rapport à l'autre. Ici, ces deux liaisons sont maintenant en position anti l'une par rapport aux autres, c'est-à-dire j'ai le maximum de distance entre ces deux liaisons précisément, donc j'ai le minimum d'interaction, c'est-à-dire que j'ai le minimum d'énergie entre ces deux liaisons-là. Okay. Donc les interactions 1,3 ont quasiment disparu, les interactions gauche ont également extrêmement diminué en passant à des interactions que l'on appelle anti. Donc cette conformation chaise sera la conformation la plus stable entre les deux. Donc phénomène d'interconversion, et la gêne stérique va entraîner la formation majoritaire de cette conformation particulière. En conclusion, ce qu'il faut retenir, on l'avait déjà vu ensemble, sur un cyclohexane substitué, la conformation chaise placera le maximum de substituants en position équatoriale. C'est ça qui sera le plus favorable au niveau énergétique, et elle placera en position équatoriale le maximum de substituants qui sont très volumineux, c'est ceux qui vont entraîner la gêne stérique la plus importante. Ok. Voilà, je te remercie et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.